Hey guys, how's it going? It's me again, your personal Comment ça support, va? Steve. C'est The encore Angels moi, asked me to come up a votre minute or two ahead. soutien There's an announcement. personnel, Steve. When you came into Toronto, if Les you gens m'ont flew demandé in de and venir you un took peu the Up plus en Express, the avance. Up Express is the Alors, train that lorsque vous runs êtes from the venu à airport to Toronto, Union vous Station. prenez If you le use that, Upper Express, welcome to qui est le train Toronto. It's qui under passe construction de Saturday and Sunday l'aéroport this weekend. It's not jusqu'au available centre-ville. for the Bon, weekend. désolé, ça n'est pas disponible pendant la Yeah, fin de welcome to semaine. Toronto. This is a En thing. passant, alors Brooke bienvenue just found à out Toronto. now. Alors, So, les if you filles bought a viennent de round ticket découvrir from the Up cela Express, when you get maintenant. to Si Union vous Station, avez they are acheté running buses le from Union to the Well airport to Ticket, honor that mais il y round a des ticket. autobus But the qui advice va from the Angels is respecter that les if you billets que just vous vous came êtes one way on Up, procurés. you'll have to Alors, find a different way to il the airport. faudra trouver une façon Apologies. différente de Again, welcome to retourner Toronto. à All right. l'aéroport si We're going to vous start aviez our acheté afternoon seulement part of the un agenda billet now. aller par To retour. start Alors off, I maintenant, need Jen nous allons passer Vandeveld, à notre Dave ordre Vandeveld, du and jour. their Je vais 2022 demander group to come on up. à Jane et Dave Vandeveld et leur équipe à monter sur scène, s'il vous plaît. We are here today to honor and Alors, nous remember sommes ici aujourd'hui pour honorer et nous souvenir de notre ami Étienne Lessard. Il a quitté soudainement ce monde et nous savons le poids de cette perte, mais nous saluons tout ce qu'il nous a apporté pendant nos vies, même pendant la courte durée pendant laquelle nous l'avons connu. Nous avons rencontré Étienne en 2022, faisant partie du programme des jeunes agriculteurs d'excellence. Alors, même dans une salle avec plusieurs individus présents, Étienne s'est démarqué, pas seulement parce qu'il attirait l'attention, mais parce qu'il a radié de toute sa chaleur et il attirait les gens immédiatement dans son cercle. Étienne était un agriculteur. Et un agriculteur comme lui, ça veut dire qu'il a une grande force pendant de longues matinées, très tôt, de longues journées et des saisons qui variaient. Alors, il cultivait la confiance et les connexions partout où il était. what surprised us was Alors, qu'est-ce what qui nous surprised a us the most surpris was how quickly le a strong plus, friendship formed with him. c'est à quel Sometimes point nous avons you meet bâti someone and the une bond forte feels effortless, like amitié your avec lives were meant to lui sans cross. effort, comme si Etienne had that rare nos ability. vies devaient From se the first croiser. conversation, it Et felt like you were depuis speaking la with someone première honest, conversation grounded, and avec sincere. Étienne, nous He savions qu'il welcomed us not s'agissait just d'une as fellow personne farmers, honnête, but as friends. juste et sincère. Even though our time Alors, together was not et long, il it avait was very plusieurs amis, meaningful. même si Etienne notre had a temps way of ensemble making n'a people pas feel été long, seen and il a une grande valued. He listened signification. with care, Il he laughed with his whole heart, sentait que and les he carried gens himself avaient with de a la gentle strength valeur that made et you feel devaient être steadier just vus. by Il nous being around écoutait. him. Il avait une force qui irradiait, qui faisait que nous nous sentions plus forts en étant autour de lui. La perte d'une telle personne bonne et vraie, ça a été très pénible pour nous, mais c'est également la réflexion de la profondeur qu'il a eu comme incidence en nous, pas seulement pour une longue durée, mais la façon dont il a touché notre vie pendant le temps qu'il a eu. Étienne a touché nos vies. Il a rendu notre parcours au sein des jeunes agriculteurs beaucoup plus riche et beaucoup significatif également en rendant cette
collectivité d'agriculture comme étant une famille avec la générosité, humilité, avec tout son corps, même s'il ne marche plus à nos côtés, les répercussions de tout ce qu'il a été va nous guider et avec tout ce qu'on utilise à tous les ans en mémoire de lui. Merci beaucoup. Thank you for that, guys. At this point, I'd like to bring Merci pour cet hommage. J'aimerais à ce stade-ci faire venir au micro notre président, Monsieur Mercer, Lion Mercer. Thank you very much, Merci Steve. and beaucoup, Thank you to Steve. the 22 year. Et Etienne will merci be in our hearts forever, that's for sure. pour his cette memory année will live on with all 2022 of us. pendant laquelle At la this mémoire time, d'Étienne I'm restera proud to vivante introduce chez nous Canada's tous. Outstanding Young Farmers Alors Memorial maintenant, Scholarship. je It is vais to be vous awarded présenter annually to en two fait individuals la pursuing bourse post-secondary education in mémoriale agriculture. pour This poursuivre scholarship is des possible through études the foresight of Loomis postsecondaires Martin Street et from Ontario cette from bourse est 1996. euh, Martin's en dedication fait to remise agriculture depuis and the OAF program will help 1996 future et generations nous pursue allons their passion aider for par les agriculture. programmes It les is, there's générations two futures pour $1,000 scholarships poursuivre. that are Alors, awarded il y a annually. deux bourses One scholarship de is awarded 2000 to an dollars individual entering annuellement, post-secondary une pour education from la high school, formation and the second scholarship post-secondaire à is partir de awarded to an l'école individual secondaire. who has Le already deuxième completed at à least un 1 year individu of qui a post-secondary complété study. déjà une And as année vice president, one of d'études the jobs is to read post-secondaires all these en tant que applications. There's vice-président. 33 Alors, of je them. dois vous And that lire was a bit, toutes first I ces thought, oh boy, this demandes. is going to Bon, be je long, me suis dit, a ah long, mon drawn Dieu, out ça va process. But être I started un reading them and I got processus excited. très And lent this was et actually a real j'ai joy to été go through emballée to see the et ça a excitement été vraiment une of grande these joie young de passer individuals à that are travers tout cela just et getting into voir the agriculture l'emballement industry. de Some ces of them, jeunes personnes qui se tournaient from vers farming backgrounds, some l'agriculture from not, but à partir trust me, agriculture is in very good hands. d'une And it certaine was just a real expérience joy to go through par le all passé these, et d'autre as part. did the Alors, other, sachez que ça the a rest of été the board. vraiment un grand And plaisir so this year, avec the le chosen reste des winners conseils. Alors, was pour cette Rebecca année, Riley from les Tisdale, gagnants, Saskatchewan. Rebecca Laley de Tisdale au Saskatchewan et la première gagnante. I can see their proud parents at the back of the room. Et vous The pouvez names were voir removed, ses so we had parents no très idea it fiers. was Les Rebecca. noms I avaient mean, été she fair retirés. and Nous square. It n'avions was just aucune amazing, idée de son identité. Alors, Rebecca did, so you can be very proud of Rebecca. elle a été And then une Keenan personne Carnish vraiment was très the other winner enjouée. Et from puis Fraserwood, Keenan Manitoba. Carnage de Fraser, Manitoba, et le second récipiendaire. All right, at this time, I would like D'accord, to alors change à ce gears a little bit. stade-ci, j'aimerais it's changer my de créneau quelque pleasure peu to et introduce vous this dire year's qu'il me fait plaisir de Motherwell vous présenter Award, WR Motherwell. And le Sylvain prix is going to make his way Motherwell up here, Sylvain et Viscount, Sylvain, and he is going puisqu'on to, va I'm venir going to sur introduce the award and scène he's going to help me et present it. je vais le WR présenter. Motherwell Il va Award is m'aider à presented to présenter. someone Alors, ce that has prix est shown présenté exemplary à dedication quelqu'un to qui the a Outstanding Young démontré un Farmers Canada dévouement program exemplaire that au have assumed a programme leadership role des as a GAE dedicated en initiator and ayant un promoter rôle de of the OAF leadership program. et en tant It que is someone who has promoteur de unselfishly ce given programme. their time and Alors, talents to promote the sans value of retenue, il a donné excellence, son temps et son advancement, expérience pour opportunity, and l'excellence, exchange within l'avancement Canadian et agriculture. les occasions et Each l'échange year, the au OAF sein National Awards des jeunes Competition agriculteurs. Cette awards année, competition, le someone who is concours, present, en fait, presented va with the décerner le WR prix à Motherwell quelqu'un Award, qui s'est showing présenté pour le appreciation Motherwell for a Award job well pour done on démontrer behalf of the entire l'appréciation, bon alumni. travail This honor will accompli. be presented to Alors, those cet who have honneur shown excellence va in être agricultural présenté leadership à ceux as qui ont found in démontré leur WR excellence Motherwell, dans who le this leadership prestigious award has et been named. avec ce WR Motherwell was a honneur, statesman, en a fait, pioneer of par Canada, and a true WR visionary leader, Motherwell, becoming the donc qui agriculture était un minister for visionnaire all of et un Canada. leader. At Il the était age of devenu 22, à l'âge de WR 22 ans Motherwell
ministre de l'Agriculture. Il était né à Lanark, en Ontario, qui a reçu l'appel de l'Ouest et il a parcouru jusqu'au Manitoba, en fait, et à Saskatchewan. Il a commencé à participer dans les affaires de la collectivité en aidant à organiser la commission scolaire et l'Église presbytérienne. En 1901, il a été impliqué dans l'organisation des semenciers. Et lorsque Saskatchewan est devenue une province en 1905, il a été invité à être le premier ministre de l'Agriculture à être là. Il a été clé pour aller de l'avant à l'Université de Saskatchewan, à Saskatoon, de 1921 à 1929. Il a été le ministre de l'Agriculture également et il a joué un rôle avec un programme de recherche à l'Université de Winnipeg avec plusieurs excellents produits à l'introduction de plans de restriction pour l'éradication de la tuberculose. Alors, son leadership et sa vision en tout s'est étendu sur une période d'une cinquantaine d'années. Il a été un homme d'État très respectueux qui est reconnu comme étant la personne qui représentait l'agriculture. Alors, nous allons poursuivre si vous prenez vos casques d'écoute. Je vais poursuivre donc avec mon bon ami Sylvain. Merci. Merci, Ryan. J'aimerais souligner aujourd'hui, c'est notre 20e année qu'on a introduit la traduction simultanée. Donc, je dis merci au Comité national d'avoir cette opportunité-là, d'avoir une journée complète avec la traduction simultanée. C'est important pour la minorité linguistique qui parle français au Québec, au Canada, mais aussi pour l'ensemble de l'organisation pour permettre à mieux communiquer tous ensemble. Donc, pour moi, c'est aussi la 20e année qu'on nomme un récipiendaire de Trophée Motherwell. On se souvient qu'en 2004, on était à notre 25e année d'organisation et aujourd'hui, on est à 45e année. Donc, ça fait 20 ans qu'on nomme une personne ou un couple qui reçoit le Trophée Motherwell. C'est pour permettre aux plus jeunes de comprendre qu'il y a des gens qui ont été impliqués depuis longtemps et pour les plus vieux, de se souvenir des noms qu'on va nommer. Donc, pour tourner le... Comment on fait pour tourner le... Just Jen have the clicker? OK, changer le... OK, bon, OK. Quel honneur pour moi de vous présenter l'histoire positive du récipiendaire du Trophée W. Motherwell 2025, Carl Marquis. Changer la photo. OK. L'historique. Dans un démarrage en agriculture de première génération, avec l'achat d'une ferme en décrépitude d'un vendeur non apparenté à l'âge de 19 ans en 1983, Carl exploite aujourd'hui avec sa conjointe Lorraine Lemay, ses deux filles Catherine et Justine et son gendre Alexandre, une impressionnante entreprise familiale en production laitière, 250 vaches, 850 acres en production céréalière et acéricole de 5000 entailles. Change la photo. Carl et Lorraine ont 4 enfants, dont 2 sur la ferme, et les 2 autres ont un lien avec la terre et l'agriculture. Guillaume, le fils aîné, exploite sa propre érablière et est opérateur de machinerie forestière, tandis que Eliane est médecin vétérinaire. Change la photo. L'inclusion dans la grande famille des jeunes agriculteurs d'élite du Canada fut sans contredit un point tournant dans la vie de la famille Marquis. Depuis 2003, leur sortie et leur action sont en lien avec l'agenda des jeunes agriculteurs d'élite et ils ont trouvé une grande source de motivation, d'inspiration et d'information.
La grande implication de Carl dans l'Organisation des jeunes agriculteurs d'élite du Québec et du Canada est la preuve de son appréciation envers elle. C'est sa façon de donner aux suivants pour que d'autres jeunes agriculteurs puissent vivre cette expérience unique. Parlons de l'implication de Carl Marquis dans le programme des jeunes agriculteurs d'élite du Canada. Au niveau régional, il était gagnant des jeunes régionales de l'année 2003, représentant le Québec à la finale canadienne à Vancouver, Colombie-Britannique, membre de la famille des jeunes agriculteurs d'élite du Canada depuis 2003. Membre du comité régional jeunes agriculteurs d'élite depuis aussi 2003. Il est responsable des inscriptions des candidatures de 2007 à 2019. Il est responsable du comité de jury depuis 2020 et ça continue. Sa grande implication dans le comité régional et dans les comités hôtes lors des événements nationaux au Québec. Il a été aussi maître de cérémonie de la soirée gala des jeunes agriculteurs d'élite en 2025 à Saint-Hyacinthe. Au niveau national, il a été membre du comité exécutif entre 2013 et 2023, président du comité national de 2018 en 2019. Il fait le recrutement de 2 commanditaires pour le national, Solio Agriculture et CN. Favorise un meilleur encadrement des juges nationaux, la sensibilisation à l'importance de la traduction dans le programme des jeunes agriculteurs d'élite du Canada. Il participe à la planification stratégique et depuis 2003 a participé à tous les événements nationaux à l'exception d'un seul. Diapositive numéro 6. Toute la vie et les décisions de Carl et Lorraine ont été orientées vers l'équilibre, l'efficacité, l'implication sociale et la collaboration est pour eux une valeur réelle. Carl est un passionné de génétique, un passionné de l'agriculture, mais aussi de ses lots forestières où il tire plaisir immense à chaque hiver. Diapo numéro 8, qui dit les lots forestiers au Québec, dit érablière. On peut tourner... ça pas. Ah. Ah. Ouais. Je vais continuer. C'est plate parce qu'il y a des belles photos. Qui dit lot forestier au Québec, dit érablière. La passion de produire la première récolte de l'année, le sirop d'érable. Une période de l'année qui rassemble tout le monde, les amis et la famille. Lorraine devient alors la chef pour les produits transformés de l'érable. Diapo numéro 9. La passion mène Carl à s'impliquer dans la communauté. Membre de l'UPA, administrateur et responsable de la formation agricole jusqu'en 1989, membre de la coopérative AgroPur, membre et directeur et président du Club Holstein de sa région, impliqué dans le syndicat de gestion comme membre et président jusqu'en 2002, membre fondateur et secrétaire de la coopérative d'utilisation de machinerie agricole en poste depuis 29 ans. La liste est encore longue. J'arrête là. Il ajoute à cette liste des conférences, des participations à différentes émissions télévisées. Diapo numéro 10. Les reconnaissances sont nombreuses. L'Ordre du mérite agricole du Québec, catégorie bronze en 2002, la ferme est arrivée 2e place sur 74 fermes. En 2007, catégorie argent, la ferme arrive 1re place sur 34 fermes. La catégorie or en 2017, la ferme arrive 2e place pour le Québec. Il a été nommé en 2003 comme jeune agriculteur d'élite du Canada. Et la famille Marquis-Dion a été nommée famille de l'année pour le Québec en 2023. Diapo 11. On ne peut pas parler de Carl sans parler de sa conjointe Lorraine Lemay, amoureuse, partenaire d'affaires, bras droit, mère de famille qui a sûrement un rôle à jouer dans la vie et l'équilibre de Carl. Souvent, Carl parle d'équilibre en tout. Très impliqué dans l'entreprise depuis le début. Aujourd'hui, Lorraine laisse la place aux jeunes pour les tâches journalières de la ferme, mais toujours présente pour seconder la relève féminine et la famille. D'ailleurs, ils ont 2 petits jumeaux nés de quelques mois. Là. Une des filles a accouché de 2 jumeaux. Donc, je suis sûr qu'elle va être occupée un peu.
Je me souviens aussi de l'humour de Lorraine face au projet de Carl, en commentant que Carl avait à chaque printemps la fièvre du ciment pour les nouveaux projets de construction. La diapo numéro 12. La passion et l'amour du couple Lemay est prolifique. Et voici les belles photos de famille qui ont passé un peu avant. Je parle encore de passion. Je suis rendu à combien de fois que je répète ce qualificatif? En voici une autre. La chasse et le trapage et la nature. Carl aime beaucoup la chasse et tout. En conclusion, grâce à son exemple et sa vision, la relève à sa place à la ferme de la famille Marquis-Lemay. Donc, accueillons chaleureusement le récipiendaire 2025 du trophée W. Motherwell 2025, Carl Marquis. Vas-y, on va trouver quelque chose. Alors, merci beaucoup. Je pense que, oui, c'est vrai, j'ai beaucoup donné. Puis c'est la première fois qu'officiellement, je suis remercié. C'est que ça me touche beaucoup. Je voudrais aussi faire un clin d'œil au groupe de 2022 qui ont souligné le départ d'un grand ami personnel qui était Étienne. Je vous remercie. Ça m'a un peu sonné. J'aimerais commencer sur une note plus légère, en vous racontant un peu une anecdote de quelle façon j'ai appris que j'étais récipiendaire du prix Motherwell. C'est qu'on le sait quand même longtemps d'avance. J'étais à ma cabane à sucre. Cabane à sucre, j'ai pas trop de réseau Internet, j'ai pas trop de réseau cellulaire. Puis j'ai vu popper un espèce de message de mon ami Célia qui me dit « Félicitations, Carl, t'as-tu vu tes emails? » J'ai dit non. Ça fait que là, je me suis éloigné de la cabane à sucre pour essayer de trouver du réseau. Puis j'ai vu un email de Carla qui me disait que j'étais nommé Motherwell à l'automne à l'événement de l'Ontario. Ça fait que j'étais tout excité, j'étais content. Je me suis empressé d'appeler Lorraine. J'ai appelé Lorraine. J'ai dit, Lorraine, tu sais pas quoi? J'ai dit, c'est moi qui vais être nommé Motherwell cet automne. Fait que la réponse qu'elle m'a faite, elle dit, ah, ouais. Elle dit, d'habitude, ils donnent ça à des vieux. J'ai eu une pensée pour Comey qui a reçu le prix l'an passé, qui est quand même plus jeune que moi. Puis oui, dans la liste, il y en a une couple qui sont plus jeunes, mais en effet, c'est peut-être parce qu'on commence à être un peu vieux. Mais il faut avoir réalisé des choses pour faire souligner son implication. Fait que je vous remercie tous pour cette prestigieuse reconnaissance. De savoir mon nom ajouté à une liste de gens exceptionnels qui ont donné de leur temps et compétences à l'avancement du concours et de l'agriculture canadienne est pour moi un grand honneur, car j'ai un grand respect envers ceux qui me précèdent dans la liste. Puis j'ai une pensée spéciale envers le premier récipiendaire du titre en 2006, qui était M. Bill Bryson, qui, avec détermination, avait participé à instaurer le concours au Québec au début des années 1980. 45 ans plus tard, on peut constater l'impact de ces efforts. Je veux remercier aussi tout le dynamique groupe d'anciens du Québec qui m'ont toujours supporté à travers mes années d'implication, ainsi que ma femme Lorraine qui m'a suivi et appuyé, et ma famille qui ont assuré le bon fonctionnement de la ferme durant mes absences. Avoir remporté le titre de jeune agriculteur élite en 2003 a littéralement changé notre vie et fut pour nous notre plus belle expérience professionnelle et humaine, car ça nous a ouvert sur notre pays, le Canada, en nous faisant découvrir un groupe de gens formidables avec des valeurs profondes et sincères qui me ressemblent. La barrière de la langue est pour nous un obstacle très difficile à surmonter. Nous aurions tellement à se dire et à se partager. C'est d'ailleurs un enjeu majeur pour tous les anciens du Québec de pouvoir aisément communiquer avec vous tous. Mais nous apprécions énormément votre compréhension et vos efforts pour surmonter cette barrière.
À travers mes visites pour assister aux événements régionaux, j'ai été accueilli par des anciens qui m'ont démontré beaucoup de générosité, malgré cette réelle difficulté à communiquer. Merci à vous. À travers les années, j'ai aussi eu l'honneur de travailler en équipe avec un comité exécutif très impliqué, et en particulier ceux qui ont agi à titre de président durant mes mandats. Jack Thompson, Luann Lynn, Steve Cooper et Danny Penner. Sans oublier Carla, qui a agi comme directrice de programme durant tout mon mandat et qui a dû beaucoup utiliser Google Translate pour nous faciliter la tâche. Je vous avoue avoir quitté l'exécutif avec beaucoup d'émotion, car de toutes les implications sociales que j'ai faites durant ma carrière, c'est avec les jeunes agriculteurs élites que je retrouvais le plus d'énergie positive. C'est quasi incroyable de réunir dans un même événement autant de diversité, de connaissances et de compétences. Je vous ai mentionné avoir siégé avec Luann Lynn comme présidente. Elle fut la première femme à occuper ce poste et elle a ouvert la porte à celles qui suivent, avec Amy et celles qui suivront. J'ai une grande admiration envers les jeunes qui choisissent l'agriculture, car ils pourraient faire assurément plein d'autres métiers, moins exigeants et peut-être plus payants. Ils choisissent l'agriculture au départ par passion et en font un mode de vie qui nous amène à des histoires à succès comme nous partageons cette semaine. J'ai aussi une admiration particulière pour les femmes en agriculture. Je demeure convaincu que la grande majorité d'entre nous, et je m'adresse aux hommes, qui sommes ici réunis, ne le serions pas sans avoir eu le support professionnel et familial de nos femmes. Ces dernières comprennent plus que dans tout autre cadre de métier le sens des mots « sacrifice » et « compromis » pour atteindre les objectifs. Avec elles, nous marchons main dans la même direction. Je serai fier toute ma vie d'avoir, au début des années 2000, au début de mon implication dans le concours, proposé de modifier le logo des jeunes agriculteurs élites pour y intégrer une femme, à côté de l'homme dans le pentagone du logo, que vous pouvez voir. Ce fut fait et ça devait être fait, car les femmes sont au cœur de la réussite de notre programme. En terminant, je veux partager pour le bénéfice des nouveaux comment je perçois le fait d'être un jeune agriculteur élite de sa région ou du pays. C'est pas seulement un trophée à mettre sur une tablette, ni une plaque à accrocher sur un mur. C'est un titre qui vient avec une responsabilité et un mandat qui vous suivra toute votre vie. Celui d'être des modèles par nos actes et nos implications pour la profession dans nos milieux. Nous nous devons aussi de participer à reconnaître et célébrer cette excellence. Ce programme doit continuer de rester fort et être toujours de plus en plus reconnu. Et ce ne sera possible que grâce à nous tous. Rappelons-nous toujours que le succès ne se poursuit pas, il s'attire. Si à travers mon parcours, où mon objectif premier au sein des jeunes agriculteurs élites était de donner au suivant, j'ai réussi à faire rayonner et à rendre la vie plus belle à de jeunes entrepreneurs agricoles du pays, mais j'en suis satisfait et je pourrais dire mission accomplie. De faire partie de la grande famille des jeunes agriculteurs élites du Canada est d'une valeur inestimable et soyons-en fiers. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie particulièrement pour cette prestigieuse reconnaissance qu'est le Motherwell et je vous promets de l'honorer fièrement toute ma vie. Merci. Congratulations, Carl. It's been such a pleasure to get to know you. Thank you. Thank you so much. Ouais, photo. En passant, je n'avais jamais remarqué que M. Motherwell avait la même coupe de cheveux que moi. Ça. C'est bon? Merci beaucoup.
Okay, thank you guys and Merci. congratulations. Merci et félicitations, Carl. Bon, il faut vraiment dire, hein, félicitations. Applaudissons-le. Carl, c'est une légende, hein? Bon, étant donné que mon ancien président national et de servir après Carl, bon, c'était le meilleur exemple. Bon, c'est un modèle vraiment. Alors, félicitations, Carl. Alors, maintenant, nous allons rentrer dans la bonne partie, les présentations des récipiendaires. Alors, ces gens sont ici, sont prêts à rentrer dans le jeu. Oui, c'est un concours, oui, parce qu'on n'a pas encore terminé. Alors, oui, tous les anciens savent exactement ce qui se passe, mais si vous n'êtes pas un ancien, peut-être vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe là maintenant? Bon, nous avons nos récipiendaires. Ils vont faire l'objet de... En fait, on les a interviewés 2 fois par les 3 juges. Ils ont envoyé donc une demande exhaustive écrite qu'on a examinée et tout est classé dans un système de pointage. Cette présentation qu'ils vont faire, c'est aussi classé dans un système de pointage. Alors, tout ça compte, mais à un certain moment, il y aura un autre interview après la présentation de 5 minutes et ensuite, la pression sera terminée. Ensuite, ils vont attendre au banquet et ensuite, ils vont attendre pour l'annonce. Alors, cette partie, c'est leur présentation. Bon, il y a des règles strictes. Il s'agit de 15 minutes et c'est ferme. Nous avons un chrono. Il est où, Mike, qui va faire ça? Bon, alors, ça sera chronométré. Alors, si vous dépassez, on va vous demander de quitter. On va commencer à applaudir, tout simplement. Alors, vous aurez 5 minutes pour les questions. Alors, si vous avez des questions pour les récipiendaires sur leur présentation, allez-y, présentez-vous devant le micro. Assurez-vous que vous posez la question clairement pour l'interprétation. Et nous allons commencer bientôt. Nous allons en faire 3 présentations. Nous allons avoir la pause de café et ensuite, on aura les 3 derniers. Habituellement, on a 7 présentations, mais cette année, il nous manque un. Le Manitoba a dû se retirer cette année pour des raisons personnelles. Bon, ça arrive, la vie arrive, hein. Ces choses se passent. Hein. Alors, malheureusement, nous n'avons pas le Manitoba, mais bon, je voulais juste le dire qu'ils se sont en tête pour nous et on sait que c'est difficile quand ça ne fonctionne pas. En tout cas, alors, pour commencer, alors, je vous donne l'ordre. Saskatchewan, Alberta, Québec, pause café et ensuite Colombie-Britannique, l'Atlantique et l'Ontario. Alors, voilà l'ordre. Mike, est-ce que j'ai bien compris? Bon, c'est ce qu'on me donne comme information. Alors, pour commencer, ayons nos représentants de la région de la Saskatchewan. Est-ce qu'on peut changer les diapos? All right. Good afternoon, everybody. Bon après-midi à tout le monde. Brady et Lindsay Funk ici. Et tout d'abord, nous aimerions dire, bon, c'est un honneur d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci aux commandites et à toute la communauté de nous avoir accueillis. Et merci beaucoup aux autres candidats. Bon, déjà, vous êtes des bons amis. Vous êtes formidables. Ce que vous faites là, sur vos fermes, c'est impressionnant. Et nous sommes honorés d'être ici aujourd'hui, parmi chacun d'entre vous. Et deuxième chose, nous voulons honorer nos familles, nos parents qui ont passé avant nous, qui nous ont donné l'opportunité de faire ce que nous faisons dans le monde de l'agriculture au Canada. Merci. Alors, comme mentionné, on s'appelle Brady et Lindsay Funk. Ensemble, nous avons Braylon Acres. Nos enfants, Hudson, 9 ans, Roman, il a 7 ans, et Avery a 5 ans. Alors, on est très occupés avec eux, avec l'école, le sport et toutes les activités. Et c'est amusant d'élever 3 enfants dans une ferme. Nous travaillons avec nos parents Marv et Talita Hildebrand et mon frère Jordan et ma belle-sœur Alyssa Hildebrand sur la ferme Hildebrand, tout près de Weimar en Saskatchewan.
On a des céréales, et des graines. Brady donc a été élevé sur une ferme tout près de Console, Saskatchewan, une ferme de céréales et de bétail. À l'âge de 12 ans, il faisait fonctionner la machine et travaillait le bétail avec ses parents. Et Brady il a terminé sa formation de mécanique à Saskatoon. Et après qu'on s'est marié en 2012, Brady s'est joint à la famille dans les opérations. Brady et moi, on est devenus incorporés comme Breland Acres en 2015. Nous faisons notre travail avec mes parents sur la ferme familiale tout en même temps gérant un projet d'irrigation séparé et tout seul. Et ça sera donc la concentration de notre discours aujourd'hui. Les parents de Brady, Devin et Kerry Funk, gèrent les opérations au projet d'irrigation à Lucky Lake en Saskatchewan. Alors, on est reconnaissant envers eux pour tout le soutien de nos familles dans tout le travail que nous faisons. L'image à gauche vous montre la ferme familiale là où j'étais élevé. Alors, les bâtiments plus anciens ont été construits par mon grand-papa quand ils ont commencé. Et tous les grands bâtiments ont été faits à main par mon papa et par l'équipe avec Brady. Nous avons passé quelques étés en tant qu'enfants, mes frangins et mes parents, et nous avons donc fabriqué ces conteneurs à main. Alors, c'était amusant comparé à ce que nos amis ont fait. En 2021, après des années de sécheresse, 6 acres de terrain est devenu prêt pour vendre. Avec la bénédiction de nos partenaires, on a donc entrepris ce projet à Lucky Lake. Il s'agit de 200 km de distance de la ferme familiale. Quand on pense à l'irrigation, le choix traditionnel aurait été d'irriguer avec des pivots, car il y avait déjà un système en place. Mais après avoir fait des lectures de Genèse dans la Bible, on dit que les rivières ont monté de la terre et pour arroser toute la surface. Moi, je me suis dit, bon, si c'était l'intention de Dieu, pourquoi ne pas essayer de répéter le plan parfait de Dieu? Alors, j'ai commencé la recherche de l'irrigation souterraine avec une entreprise Matafin en Israël. Et j'ai décidé donc d'essayer cette technologie à grande échelle. Alors, dans la recherche, nous avons appris que l'irrigation souterraine est non seulement mieux pour l'environnement que des pivots traditionnels, mais il y a des épargnes, des économies d'électricité, d'engrais et de la consommation d'eau comparée aux pivots traditionnels. Nous avons dû bâtir toute l'infrastructure du commencement. Alors voilà une image le système de filtration d'eau qui tient toute l'électricité pour le système d'irrigation goutte à goutte. Alors, le bâtiment de filtration est là, devant la rivière de Saskatchewan, là où nous obtenons l'eau pour faire l'irrigation. 100% de l'eau rentre et sort de ce bâtiment de filtration grâce à un système automatique de vannes. Dans le système de livraison d'eau, nous pouvons donc microdosser les nutriments et l'azote dans le flux d'eau pour que ça soit personnalisé pour les besoins de la plante tout au long de la saison croissante. Cela nous épargne sur la consommation des engrais, car les engrais sont donnés directement à la zone racinaire et très peu d'azote se trouve dans la terre. Nous avons également, vu que nous ne sommes pas dans un district, une ferme non-irrigation district, on a dû mettre en œuvre toute notre propre structure. Alors, 3000 de tuyaux d'irrigation de la rivière jusqu'au champ au sud. Ici, vous voyez les tuyaux qui ont été placés en place et qui sont acheminés jusqu'à la rivière. Ce système consiste de 2 ou 9 pompes combinées pour 12 puissances cheval pour donner l'eau jusqu'au bâtiment de filtration et ensuite pour les envoyer au champ. Il y a une capacité maximum de 500 gallons par minute. Vu que l'eau est livrée directement à la zone, nous pouvons réduire de façon importante le montant de eau nécessaire pour faire l'irrigation sur le territoire. Cela est grâce à moins d'évaporation qu'on a avec un système traditionnel de pivot. Nous avons mis en œuvre un système Gulcover qui nous aide à contrôler tout le système à distance de n'importe où au monde. À gauche, vous voyez une image du ciel
pour voir à quel point on a cette distance de tuyau. Ensuite, à droite, nous avons donc une bande d'égouttage qu'on met de 12 pouces en dessous de la terre. Cela s'est fait avec un tracteur à roues avant motrice équipé d'une charrue à attelage 3 points. La longueur de cette bande d'égouttage, 925 acres, est de 4000 km, distance de Toronto jusqu'à Los Angeles. Le territoire, c'est le projet le plus important d'irrigation goutte à goutte au Canada. Nous deux ici, ce n'est pas donc l'image précise de toutes les personnes qui ont réalisé ce projet. D'avoir le soutien de notre famille a été très important. L'irrigation Southern a fait beaucoup du travail pour la mise en œuvre. On a eu une équipe pour faire le bâtiment. On avait des agronomes et des consultants qui nous ont aidés avec les récoltes. Nous avons un spécialiste d'irrigation qui s'appelle Gerber qui gère l'entretien de l'irrigation. Mes parents surveillent le projet au cours de la saison. Bon, ça a été formidable de travailler avec les équipes. Peut-être on est les visionnaires et les gestionnaires, mais il y a tant d'autres qui nous ont aidés pour réaliser ce projet. Et donc, nous sommes reconnaissants envers eux. Alors, une des citations que j'aime, c'est Bill Borman. Il me dit que quand les bonnes personnes se réunissent au bon moment, les bonnes choses auront lieu. Et nous croyons vraiment que nous avons rassemblé les bonnes personnes ensemble et avec ce projet, la bonne chose a eu lieu. Alors, 2024, c'était la première année entière de production, le rendement, et on a eu donc du blé dur et kamut. Donc, notre projet d'irrigation goutte à goutte nous a permis de 30% de réduction dans la consommation d'eau, dans l'électricité et dans l'utilisation d'azote, comparé à un système de pivot traditionnel. En plus, depuis que les feuilles sont seulement humides durant certains cycles, on a pu réduire l'application de fongicides pour protéger nos récoltes, tout en produisant dans un produit de qualité. De comparer nos récoltes aux terres arides des alentours, nous avons vu une augmentation de 500% dans les rendements. Au cours de cette dernière année, nous avons donc mis des haricots noirs de type Blackstrap. C'était une année de croissance pour nous. Après un processus de demande rigoureuse en 2024, on nous a donné la subvention de technologie propre qui reconnaît l'impact de l'environnement et la réduction des émissions. Cette subvention réaffirme que ce que nous faisons avec cette irrigation goutte à goutte n'est non seulement une bonne chose pour l'environnement, mais c'est également mieux pour l'avenir de notre ferme familiale. En plus, nous avons pu obtenir un financement pour le projet par le biais du partenariat canadien d'agriculture pour nous aider avec les coûts de l'infrastructure. Cette dernière année, nous avons essayé également un acre de légumes. On avait du blé, des concombres et des laitues et des haricots verts. Nous travaillons avec Prairie Fresh Food Corporation pour voir si on peut augmenter notre production de légumes. Pour 2026, nous avons donc une production de canola en partenariat avec BASF. Notre système d'irrigation est idéal pour la production de semences à cause des abeilles coupeuses de feuilles qui existent. Les abeilles n'aiment pas être mouillées, comme on voit habituellement dans des systèmes traditionnels. Nous pouvons arroser le canola de haute capacité et les abeilles seront toujours sèches. En tant que famille, nous donnons la priorité à la famille en voyageant. Nous sommes tellement occupés durant la saison de la récolte et donc le travail augmente aussi en hiver. Le voyage nous aide à élargir notre portée du monde, de montrer aux enfants d'autres lieux et ça nous donne du temps de qualité sans interruption. Nous donnons la priorité à la connexion et au repos. Comme ça, nous pouvons maintenir la charge des activités sur la ferme et avec la famille. En plus d'être une mère de 3, je travaille également comme infirmière dans l'hôpital de santé mentale.
J'aime bien aider les gens pour qu'ils puissent avoir les compétences pour devenir plus résilientes. J'opère une ferme de fleurs avec ma belle-sœur Alissa qui s'appelle Two Sisters Flower Co. Et voilà donc mon exécutoire créatif et aussi pour travailler avec des femmes et avoir une connexion. Je sers au conseil de l'école et je travaille avec Cypress Bible Camp et je suis bénévole et je siège au comité provincial pour l'apprentissage et l'intégration des petits et je fais donc une maîtrise de counseling. Dans mon temps libre, j'ai opéré une entreprise mécanique de côté pendant plus de 15 ans. Et actuellement, j'ai un employé qui surveille les mises à jour sur l'équipement. Je donc fais mon permis d'aviation pour pouvoir être pilote et j'aime la paix que j'obtiens de ce travail. Donc, on se positionne pour maximiser ces opportunités parce que nous aimons donner aux autres. J'ai le privilège également de faire du coaching des 2 équipes de hockey. Je siège au Children's Camps International et je sers dans un ministère pour des hommes, un groupe de prière. Cela a changé ma vie et je suis passionné par la parole de Jésus et de travailler avec d'autres hommes pour devenir de meilleurs parents et maris. De mettre Dieu d'abord dans notre vie et d'avoir une relation avec Jésus, c'est la seule chose dans notre vie qui nous apporte une joie véritable qui va perdurer. Brady et moi, nous croyons non seulement dans l'intendance du territoire, mais aussi l'intendance financière. Et la générosité représente une grande partie de cela. Avec l'irrigation, plus de rendement et plus de profit, nous pouvons donner plus aux autres. Nous soutenons financièrement de plus d'une dizaine d'organisations caritatives durant l'année. Ici, à l'écran, vous voyez le Children's Camp International Harvest Initiative, là où nous travaillons avec des agriculteurs de par le Canada pour rassembler des communautés, pour faire des dons de leurs récoltes pour envoyer des enfants au camp. Nous aimons donc combler cet écart entre les agriculteurs et les organisations caritatives. Comme ça, on peut aider les gens à participer à une chose qui est beaucoup plus grande qu'eux. Cette diapositive nous montre pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Nos enfants. Au cours des décennies, les petites fermes familiales sont en descente, tandis que les grandes entreprises sont en croissance. Le temps est imprévisible et le coût de l'équipement et des terres augmente chaque année. Cela rend les choses difficiles pour les familles de prospérer. Des pratiques durables comme notre projet d'irrigation goutte à goutte nous permet une pérennité du terrain et plus de profit. Donc, cela crée plus de chances pour que nos enfants puissent pouvoir continuer des opérations. D'élever des enfants sur la ferme a été une grande bénédiction pour nous et nous aimerions pouvoir donner notre façon de vie à des générations à venir. Merci à la communauté pour cette belle opportunité et pour les commandites qui ont rendu possible l'événement. C'est un honneur de pouvoir rencontrer tellement de merveilleuses personnes qui sont passionnées par l'agriculture canadienne. Merci. Okay, I guess we have a few minutes for questions. Alors, on a quelques minutes pour des questions. Bonjour. James Lockwood de la Colombie-Britannique 2019. J'ai 2 questions pour vous. Bon, très bonne présentation. Merci beaucoup. Je suis impressionné par cela. C'est incroyable. Alors, j'ai 2 questions. Quelle sera donc la durée de vie pour cette opération et pour la bande d'égouttage? Et comment préparer le sol avec votre 1 acre de légumes quand vous êtes seulement à 12 pouces de profondeur avec la bande? Alors, nous croyons que la durée de vie de la bande d'égouttage est de 25 à 30 ans. En fait, j'étais en Israël en 2020 et j'ai pu voir des opérations de bandes d'écoutage qui sont utilisées aujourd'hui, qui datent depuis de 60 ans. Alors, nous croyons 25-30 ans pour notre projet, pour être conservateur. Et en plus, deuxième question,
Pour la préparation du sol pour la production végétale, nous sommes limités à une profondeur précise. On ne peut pas faire des patates, des betteraves ou des carottes parce que comme ça, il va falloir donc tout labourer le sol. Alors nous avons donc un labourage à haute vitesse et on prévoit faire des récoltes comme le maïs et les concombres et des haricots, là où on peut donc faire la récolte par-dessus la terre et ne pas perturber le sol de moins de 10 pouces. Chris Meyerly, Saskatchewan. Chris Marley de la Saskatchewan, très bonne présentation. Lindsay, vous avez dit au début de la présentation que vous venez donc d'une opération de ferme de multigénérationnelle. Comment est-ce que cela a donné une valeur ajoutée à votre partenariat avec Brady? Alors, nous sommes dans une position unique. Il va falloir que je fasse attention de ce que je dis parce que mes parents sont là. Nous nous trouvons dans une situation unique car on peut travailler avec ma famille qui ont fait des choses merveilleuses pendant des générations. Et nous pouvons donc croître. Alors, mon rôle dans tout ça est unique. Et donc, les opérations familiales ne fonctionnent pas pour tout le monde, mais pour moi, mon rôle, je garde les choses équilibrées et je garde les choses sur terre. J'ai été élevé sur ma ferme et les femmes ont fait une grande partie. Ma grand-mère, ma mère faisaient des travaux avec la machinerie. Une année, on était tous sur des moissonneuses, ma grand-mère, ma mère et moi. Alors, j'apporte mon héritage et je les ai également arrivés à l'avenir avec Brady pour faire de l'innovation, pour changer et pour croître. Alors, je suis privilégié d'être dans cette position. Je ne prends pas à la légère mes expériences, d'où je proviens et notre avenir. Steven Tyner de l'Alberta, félicitations de faire l'envie de toutes les personnes des terres arides des prairies. Alors, comment avez-vous obtenu donc un permis d'eau? Comment avez-vous fait? Quels étaient les obstacles pour obtenir ce permis? Alors, pour obtenir un permis d'eau, on a acheté le territoire. Et comme j'ai dit dans la présentation, il y avait donc un pivot d'irrigation avec une ancienne infrastructure déjà en place. Le permis d'eau n'a pas pu être transféré avec l'achat du territoire. Alors, on a dû refaire la demande, mais c'était déjà en place et c'était utilisé activement. Alors, en travaillant avec le WSA et le gouvernement de la Saskatchewan pour la demande, c'était pas mal simple. On a dû passer par un processus de faisabilité du sol pour qu'il n'y ait pas trop de salinité dans les sols. Mais j'ai trouvé qu'en travaillant avec le gouvernement de la Saskatchewan, une application d'irrigation est pas mal facile parce qu'on fait la promotion d'acres d'irrigation dans la province. Alors, d'obtenir le permis, c'était probablement la partie la plus facile du projet. Okay. Thank you. Okay, thank you so much, guys. Merci beaucoup. Presentation, Prochaine présentation, Alberta. l'Alberta. Good afternoon. My name Bon is Sarah après-midi. Wagum. Je m'appelle Sarah Wagum, la présidente de Alex Seeds. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'être ici. Merci au comité et à nos commandites pour rendre ces jours formidables. Alors, mon parcours à la carrière et sur la ferme, ce n'était pas donc direct. J'ai été élevé sur une ferme de semences en Alberta, mais en tant que petite, je ne m'intéressais pas trop. J'aimais bien l'écriture et je voulais devenir journaliste. Alors, j'ai étudié la littérature anglophone et j'ai écrit pour plein de publications durant et après l'école. Quand j'ai commencé mon emploi après l'université, je me suis rendu compte que ça me manquait l'indépendance que j'avais comme étudiante. Alors, je me suis dit, je pourrais peut-être commencer mon entreprise. Après avoir travaillé en ville, j'ai décidé de passer quelque chose de différent. Alors, j'ai décidé de
devenir cuisinière pour un camp de plantation d'arbres. J'ai bien aimé l'environnement. J'ai bien aimé travailler avec mes mains pour voir ce que j'avais accompli chaque jour. Bien que je ne gérais pas une entreprise, j'étais responsable pour un budget, pour mon propre temps, pour l'aide, pour nourrir 50 personnes affamées chaque jour. Après 3 mois dans la forêt, je suis retourné à Three Hills et je ne savais pas ce que j'allais faire. J'ai aidé mes parents avec la récolte 2008 et je me suis rendu compte durant ce temps que j'ai bien aimé l'agriculture, mais peut-être ça pourrait me donner cette idée d'indépendance que je voulais dans la carrière. En 2011, je suis revenu à la ferme à temps plein. Mes parents et moi sont convenus d'une période d'essai au cours de laquelle je travaillais pour eux en tant qu'employé. Et à la fin de cette période, nous étions pour décider si on voulait entamer un processus formel. J'ai commencé dans une entreprise de production de céréales et de vente de semences qui a été bâtie par mes parents. Ils ont créé donc des semences contrôlées en 1983. J'ai eu la chance d'apprendre de plusieurs personnes dans l'industrie, avec mes parents, Gary et Karen, qui sont là aujourd'hui, entre autres. Mon manque d'intérêt dans l'agriculture quand j'étais jeune voulait dire que je devais commencer dès le départ avec tous les aspects. Fonctionnement de l'équipement, prendre des décisions agronomiques, commercialisation de semences et interaction avec les clients. Mes parents étaient patients, pas toujours, mais ils m'ont enseigné les bases durant les premières années. Mais donc, avec le temps, moi, je suis devenue la formatrice pour enseigner le personnel à comment utiliser la moissonneuse. Et je sais que ça prend beaucoup de temps pour apprendre, pour obtenir les compétences nécessaires pour être un bon opérateur. En commençant au début, bon, je savais qu'il ne fallait pas donc il fallait pas donc juger des gens qui ne connaissaient rien. Alors, il fallait avoir un plan de transition, ce qui était important pour tout le monde. On a commencé un processus avec un gel successorial. Bien que les mécanismes de la fiscalité et la structure de prospérité soient compliqués, comme vous le savez, c'est des aspects émotionnels de la transition du leadership qui est la chose la plus difficile. Mon père, le principal décideur sur la ferme, a dû me transmettre ce contrôle et de se retirer de ces décisions. Et je l'admire d'avoir fait cela tout en restant impliqué. Nos difficultés portaient sur qui était chargé de quoi. Alors, on a reçu des stratégies simples mais efficaces d'un coach qui a pavé la voie pour une meilleure compréhension et un leadership partagé. La rédaction et l'écriture m'aident à approfondir mes connaissances sur l'agriculture. Quand je suis retourné à la ferme, je croyais que ma carrière en journalisme était terminée. Mais la rédaction professionnelle est devenue un élément important de ma croissance professionnelle et de ma stratégie. Depuis 2013, j'ai rédigé pour plusieurs publications agricoles et cela m'a aidé à faire croître ma semence certifiée. J'ai obtenu des clients qui ont lu un article et qui m'ont contacté pour avoir plus de questions. Je veux donc traduire de l'information spécialisée pour être utilisée sur les fermes. J'ai remporté 3 prix pour mon travail avec le Canadian Farm Writers Association et c'est un honneur d'être reconnu par d'autres écrivains. C'est un honneur aussi d'obtenir des compliments des agriculteurs qui me disent « Bon, vous écrivez d'une façon qui m'aide à comprendre les problèmes ». Les producteurs de semences font beaucoup de paperasse et beaucoup de nettoyage d'équipements. Voilà des exemples de ce qu'on a utilisé pour rendre la tâche tolérable. Ce n'est pas tout difficile. Hein? J'aime bien utiliser de nouvelles variétés et de parler avec d'autres sur leurs défis et leurs objectifs. Vendre des produits à mes pairs me donne aussi une opportunité. Nous échangeons sur des idées de pratique et j'espère que tout le monde s'améliore. Je travaille main dans la main avec mes pairs, avec le conseil d'administration de notre usine locale de nettoyage de semences. Je fais la plupart de mon travail ici à l'usine, alors je suis touché directement par les décisions prises par le conseil de la gestion. En 2017, j'ai été élu au conseil d'administration et durant ce temps, j'ai servi comme trésorière. Au cours des dernières années, nous avons doublé la capacité de cette usine, ça veut dire que nous nettoyons plus de semences avec moins d'heures, tout en réduisant les heures durant la nuit et améliorer la qualité de vie pour le personnel.
Notre conseil est composé de gens qui font des semences certifiées et ont l'objectif d'offrir un service d'excellence à la communauté. En tant que productrice de semences certifiées, je suis adepte à précoce de nouvelles variétés. Je passe beaucoup de temps pour sélectionner les variétés qui vont bien fonctionner pour moi et mes clients. Entre 2012 et 2021, j'ai été représenté des agriculteurs pour l'Alberta Pulse Growers Commission. Pendant cette période, je savais qu'il y avait une lacune dans les essais de variétés destinés à aider les agriculteurs à sélectionner les meilleures variétés de légumineuses dans leur projet. Alors, j'ai obtenu un financement pour un essai régional supplémentaire dans les régions Three Hills. Auparavant, les essais variétaux les plus proches pour les pois, les féveroles, les lentilles se trouvaient à 2 heures de route avec des types de régions très différentes. Alors, j'ai trouvé des prestataires qui pouvaient faire du travail et j'ai fait des dons de terre pour faire des essais. Et je continue à faire ça à ce jour. De voir les variétés de première main m'aide à prendre de meilleures décisions. Une rotation diversifiée des cultures est l'une des caractéristiques de la gestion de mon exploitation. De produire plusieurs types de cultures a beaucoup de problèmes. Avec des pois et des lins, ça veut dire qu'on peut commencer la récolte au début de août jusqu'à octobre. Le seigle d'automne signifie que nous devons semer pendant le travail de nos voisins dans les moissonneuses. Cela rend notre terre mieux et ça réduit les risques de problèmes. Une culture qui est devenue un élément régulier de ma rotation, c'est la favérole. La demande internationale de féveroles était en amont, en même temps que les agriculteurs de ma région ont vécu des pertes dévastatrices dans la culture de pois. Alors, on voulait augmenter ces nombres de récoltes et les féveroles nous permettent de le faire sans sacrifier donc les terres. Les racines donc sont moins susceptibles aux maladies comme les pois. La première année que nous avons cultivé des féveroles, nous avons fait ça tout près d'une autoroute et les gens nous ont appelés. Les gens se sont arrêtés pour demander quelle était cette bizarre récolte qu'on avait. On voulait partager ce qu'on faisait en temps réel pour aider aux agriculteurs d'avoir la confiance pour faire ça eux-mêmes. Ce n'est pas toute tentative de diversification de récolte à porter fruit. On a essayé de faire du soja une année et nous avons appris que c'est trop sec en Alberta durant août quand les sojas pourraient profiter de la pluie. Alors, je n'irai pas jamais, mais le soja, ce n'est pas donc une bonne chose pour nous pour l'instant. Alors, la lutte antiparasitaire intégrée. Bon, oui, c'est une chose que nous entendons souvent. On s'inquiétait beaucoup à notre ferme, surtout avec les mauvaises herbes. En 2019, nous avons acheté une terre qui avait une grande population d'avoine du Nord résistante aux herbicides. Alors, pour s'attaquer à cela, c'était de faire du seigle d'automne pour combattre l'avoine. Une autre méthode pour réduire les populations, c'est l'ensilage précoce d'une culture céréalière qui empêche les graines de l'avoine du Nord de s'ajouter à la banque de semences. Bon, on n'a pas notre propre bétail, mais nous travaillons avec des producteurs locaux qui peuvent couper la récolte pour leur bétail. Alors, je ne serais pas ici aujourd'hui sans l'équipe qui m'entoure. On est petit, mais important, puissant. Mes employés sont là avec moi depuis 2020 et nous avons des employés saisonniers aussi. Les 3 dernières années ont donné une nouvelle dynamique sur la ferme. Pendant plusieurs années, j'ai réfléchi à comment faire croître la ferme de façon durable. Je crois que notre opération a démontré des principes commerciaux sains, mais je ne voulais pas nécessairement croître pour le plaisir de vivre. Je me suis dit, pourquoi ne pas travailler avec un autre jeune agriculteur qui a les mêmes idées? Au lieu d'acheter ou de louer plus de terres et d'embaucher plus de gens, je voulais travailler avec un propriétaire. À l'automne 2021, j'ai eu l'opportunité de le faire. Mon cousin et sa femme ne pouvaient pas continuer dans leurs opérations à cause des circonstances imprévues. Ils avaient leur propre terre et un peu d'équipement, mais ils n'avaient pas d'équipement de semis ou d'autres opérateurs. Alors, j'ai offert d'ensemer leur terre en 2022 et de leur donner l'utilisation de notre atelier pour un tarif journalier. Nous avons établi des taux horaires de quand on travaillait pour l'un et l'autre. Chaque ferme avait leur contrôle de leur propre décision d'agronomie.
Du point de vue de ma ferme, on a ajouté 50% de plus en utilisant notre propre semoir à céréales. Nos terres étaient auparavant reparties sur une distance de 25 km, mais on est passé à 50 km avec les acres de mon cousin. Cet arrangement a bien fonctionné pour 2022 et pour 2023. Et au cours de l'été 2023, nous avons décidé qu'un semoir à céréales plus grande serait optimal pour les deux fermes combinées. Donc, on a effectué notre premier achat conjoint. Nous avons suivi l'utilisation de l'équipement en copropriété et nous avons payé en fonction de la part des acres. Nous continuons à gérer et à être propriétaires de nos propres fermes. Ce partenariat nous permet de traiter de nos enjeux de la main-d'œuvre. Aucune ferme n'a besoin d'un autre employé à temps plein, mais seulement de la main-d'œuvre supplémentaire occasionnelle. Je suis très contente de travailler avec une autre personne qui est au même stade dans sa carrière que moi et je considère que ce type de partenaire est un modèle pour les jeunes agriculteurs dorénavant, surtout en termes de viabilité économique, l'équilibre familial, la camaraderie en période de turbulence. Aujourd'hui, ma ferme compte environ 50% plus d'acres que lorsque j'ai commencé. J'ai également ajouté de la valeur à mon entreprise en améliorant notre infrastructure de manutention des semences. Nous avons ajouté une balance pleine capacité à la ferme en 2018, donc on n'a plus besoin d'envoyer des camions à une balance de tierce partie pour peser le produit. L'année dernière, on a amélioré l'entrée et la sortie de la ferme pour faciliter l'arrivée et le départ des clients. On a construit un bureau en 2021. On a remplacé le porche en façade de la maison familiale qui avait servi de bureau pendant 30 ans. Et à droite, là, vous voyez la vieille étable qu'on a dû détruire pour mettre le bureau. C'est un petit peu sentimental par rapport à ça, mais j'apprécie le fait qu'on puisse avoir un espace professionnel où je peux me permettre de m'organiser avec les réunions et les clients et les fournisseurs. Je crois que ces changements vont continuer à attirer des clients et des entreprises, des employés de qualité à l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pour continuer et donner la parole. La durabilité, pour moi, veut dire les cultures les cultures profitables. On s'occupe des acres et tout ce qui est en adjacent. Et donc, pour réduire l'érosion et le ruissellement des nutriments, nous avons converti les zones autrefois sensibles à l'érosion en prairies permanentes. Vous voyez un exemple à gauche et à droite, vous voyez nos champs en bord de zones riveraines. Je reconnais la valeur de ces services écosystémiques en général et je maintiens leur intégrité en réduisant la pulvérisation excessive et la dérive des pesticides. Une organisation importante pour moi, c'est l'ABCSG, l'Alberta British Columbia Cedar Growers. Et là, je me suis joint en 2021. Là, c'est une photo du CA en février quand j'étais élue présidente. Comme présidente de l'organisation, je veux être une porte-parole des producteurs de semences dans le secteur des cultures dans le sens large. J'ai pu faire ça plus tôt quand j'ai rencontré le ministre fédéral de l'Agriculture, Heath MacDonald. Dans ma communauté, j'ai eu l'occasion d'être avec des jeunes ados ou des jeunes adultes qui ont travaillé en agriculture. Un de mes anciens étudiants travaille comme mécanicien monteur, l'autre est technicienne vétérinaire, l'autre, celle en moissonneuse, elle est en commerce agricole à l'Université de la Saskatchewan et le gars à droite, il est un autre ado qui entretient les terrains. Donc, j'espère que tous ces jeunes vont avoir un avenir brillant en agriculture. Mon époux m'a rejoint sur la ferme cet été et on a hâte de continuer à bâtir. Donc, j'ai commencé très indépendamment, mais j'apprécie beaucoup l'interdépendance de l'agriculture. Je crois que les producteurs et les agriculteurs réussissent quand on travaille ensemble. J'espère que grâce à ce programme, je vais pouvoir contribuer au rapprochement des gens dans le secteur dans tout le Canada, un champ à la fois. Amy Cronin from Ontario. Amy Cronin de l'Ontario. Sarah, vous avez parlé de collaboration avec d'autres agriculteurs
et vous voulez donner ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment est-ce que vous pouvez faire cela, vous pensez? Vous voulez dire en termes de conseils ou de nouvelles collaborations? Ben, en fait, comme vous voulez mettre de l'avant ce message, je ne sais pas trop. Bon, je ne sais pas si mon cousin écoute, mais potentiellement ajouter un autre jeune propriétaire à notre entreprise. Il y a des gens qui ont 4, 5, 600 acres. Ce n'est pas viable tout seul, mais si quelqu'un arrivait avec le bon état d'esprit et la volonté de travailler ensemble, je pourrais véritablement considérer ceci comme possibilité. On utilise de l'équipement avec un autre copropriétaire. On partage donc un pulvérisateur et un autre laboureur du sol. Donc, ça coûte cher et si on ne peut pas rattraper le prix perdu, ben, à ce moment-là, peut-être qu'on peut avoir d'autres approches partagées. Donc, et quand on dit aux gens que c'est possible, il y a beaucoup de façons de travailler ensemble. Jennifer de la Saskatchewan. Travailler avec votre cousin, c'est une dynamique très intéressante que vous avez établie. Parlez-moi de la co-entreprise et l'avenir. Ça ressemble à quoi pour vous? Ben, écoutez, maintenant, on a des ententes par rapport à l'utilisation de l'équipement. Et donc, si on ne détient pas ça ensemble, on a des choses qu'on met ensemble. Donc, on utilise la calculatrice du ministère de l'Agriculture de la Saskatchewan pour déterminer la valeur de l'équipement pour la valeur de ce qu'on détient ensemble. On a des ententes signées pour établir une structure de propriétariat sur une base personnelle. En fait, son épouse est venue nous voir il y a quelques années. Elle m'a dit, bon, est-ce que vous pouvez subdiviser la ferme principale et bâtir un terrain? Et donc, c'est pas facile de donner des terres, même si c'est juste 5 acres, donc à la maison de quelqu'un d'autre, mais on a décidé que ça valait la peine pour la cohésion de la ferme en général. Et je pense que on est probablement en train de réfléchir à bâtir un autre atelier ensemble. J'avais quelque chose qui était sur la ferme dans les années 70. C'est quelque chose qui est quand même assez grand, mais ça arrive que ce qu'on veut plutôt faire, c'est de bâtir un bâtiment ensemble. Donc, c'est une stratégie. Comment détenir, comment être propriétaire et quand, et quelles sont les périodes de paie et tout ça. Je pense qu'on voit des opportunités. S'il y a des terres, bon, quelqu'un a fait le commentaire à un moment donné comme quoi, bon, maintenant, entre la ferme et la rivière, maintenant, bon, si on veut louer ou acheter, ben, il faut réfléchir à ça, être ouvert. C'est une grande parcelle qu'on pourrait acheter ou qu'on pourrait acheter ensemble et gérer ensemble, ben, c'est quelque chose qu'on envisagerait. Dans le plus court terme, on a réintégré nos opérations d'ensemencement, donc récolter ensemble, mais on cherche à voir comment on peut réintégrer nos procédures de récolte également. Donc, tout ça est dans le plan pour un avenir rapproché. Steve Snyder, Alberta. Steve Snyder de l'Alberta. Sarah, vous avez parlé de beaucoup de recherches sur votre ferme pour avoir une idée des variétés et de tout ce qui est applicable. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous avez eu des résultats qui montrent des avantages, donc entre le sur-site sur votre ferme et 2 heures plus loin, là, est-ce que ça vous a donné des résultats selon vous? Oui, absolument. Il y a toute une série d'essais en Alberta et on voit que les nouvelles variétés, surtout adaptées pour les prairies, bon, il y a des spécificités de la région, certainement, mais on essaie de voir quelques variétés, comment ça performe au niveau local. Peut-être que vous allez voir quelques différences en termes de rendement, en termes de maturité, en termes de création et tout ça, mais ça a été très, très utile de voir ces tableaux et de comprendre qu'est-ce qui pousse dans ma communauté versus
où il y a donc une saison courte, mais plus de pluie, etc. Donc, on a 50 acres autour de l'atelier avec des nouvelles acres. Et donc, parfois, là, je me dis parfois, bon, j'ai un semoir, peut-être que je devrais avoir un petit semoir pour faire des essais moi-même, mais ça prend de la gestion et de l'expertise également que je n'ai pas nécessairement. Mais j'ai beaucoup de valeur dans les données locales. Merci. Okay, thank you. Well done. Merci beaucoup, bravo. Next presentation. Pour la prochaine présentation, c'est le Québec. On vous invite sur la scène. Bonjour à vous tous. C'est vraiment un honneur d'être ici aujourd'hui et de partager notre belle histoire avec vous. Je me présente Pierre-Luc Barré, 36 ans, propriétaire de ferme Yves Barré. Bonsoir, Virginie Bourque, 36 ans. Pierre-Luc et moi nous sommes rencontrés à l'âge de 17 ans et ça fait maintenant 7 ans que j'ai la chance de faire partie de la ferme Yves Barré. Gilles, le grand-père de Pierre-Luc, occupe une place importante dans l'histoire de l'entreprise. Spécialisé en maraîchage dans la betterave, il a aussi développé une division de récolte de maïs sucré de conserverie pour les industries La Sonde, nommée Barré-la-Bonté, une société rachetée par Pierre-Luc en 2009 et fermée en 2020 lorsque La Sonde ont décidé de mettre fin à leurs activités de récolte de maïs sucré en conserve. Aujourd'hui, je suis fier de poursuivre l'héritage de ma famille à la tête de notre ferme. Après que mon père Yves ait fait l'acquisition en 1981, il a marqué l'histoire de l'entreprise par sa diversité des cultures et en développant des solutions très innovantes pour optimiser la récolte. De mon côté, j'ai pris un virage très audacieux en introduisant la culture de la pomme de terre, un domaine complètement nouveau pour nous. Ce choix était très stratégique qui reflétait ma volonté de diversifier, de moderniser notre exploitation tout en restant fidèle aux valeurs façonnées de notre ferme depuis 3 générations. À ce jour, ferme cultive 1500 acres, dont 500 acres de pommes de terre, maïs grain, maïs sucré frais, haricots de transformation, soya et betterave. En couple depuis 19 ans, mariés depuis 3 ans, nous sommes les fiers parents de Romy, Ariel et Béatrice. Quand j'ai rencontré Pierre-Luc, j'avais aucune connaissance en agriculture et, pour être honnête, aucun intérêt non plus. J'étais une vraie fille de la ville. Me voilà aujourd'hui profondément impliquée dans l'entreprise, les bottes bien ancrées, même si j'ai encore un faible pour les beaux souliers. Après mon 3e congé de maternité, concilier travail-famille est devenu vraiment compliqué. J'ai alors décidé de quitter mon emploi chez Desjardins, malgré les nombreux avantages, pour me consacrer pleinement à la ferme et notre famille. Depuis, je travaille en étroite collaboration avec France, ma belle-mère, sur la comptabilité. Avec l'aide de Vision Gestion, nous avons mis en place un système de cash flow afin de bien suivre nos finances et planifier l'avenir. Parallèlement, j'ai pris en charge le développement de l'image de marque de l'entreprise en y instaurant des adresses courriels professionnelles et des signatures uniformisées pour chaque employé. J'ai aussi participé à la création de notre site Web. J'ai travaillé sur notre certification Canada GAP que nous détenons depuis maintenant 2 ans. Avec mes initiatives, nous avons renforcé notre crédibilité et modernisé nos communications. Au début de ma carrière, l'agriculture, ça ne m'intéressait vraiment pas. Les tâches manuelles me semblaient monotones et surtout sur une exploitation maraîchère peu mécanisée. Les journées étaient longues, ça ne me motivait pas, fait que j'ai donc décidé d'aller travailler comme aide-mécanicien, tout en donnant un coup de main à mon père sur l'entreprise. Après mon secondaire, j'avais l'intention de m'en aller policier, mais par changement de cap et incertitude, j'ai décidé d'aller retourner sur la ferme, donner un coup de pouce à mon père. Puis c'est à ce moment-là que mon père me confiait des tâches bien spécifiques. Fait que j'ai donc... dans le fond, c'est là que mon étincelle de l'agriculture a parti, puis ma passion pour l'entrepreneuriat. J'ai donc décidé d'aller étudier à l'ETIA de Saint-Hyacinthe en technologie... à l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, en technique de production légumière et fruitière. Au même moment, comme Virginie a mentionné plus tôt, j'ai fait l'acquisition de Barré-la-Bonté. Ça, c'était mon école d'entrepreneuriat où est-ce que j'ai appris beaucoup de choses.
À la fin de ma formation, j'ai donc décidé de me lancer dans la production de pommes de terre. En 2011, un de mes voisins puis moi, on avait décidé de se diversifier notre production en cultivant la pomme de terre. Un transformateur local se cherchait de nouveaux producteurs. Puis nous autres, notre première expérience, on voulait semer environ 10 acres chacun. Une petite anecdote, lors de notre première rencontre, le transformateur, on lui dit on va faire 10 acres chacun. Il dit non, les gars, une vanne de semences de pommes de terre, ça représente 30 acres. Vous allez semer 30 acres. Fait qu'on y a été de l'avant. Puis on a investi environ 100 000 chacun dans des équipements qu'on ne connaissait pas du tout. Mais comme on dit, on va apprendre sur le tas, on va apprendre des équipements au jour le jour. La première année a été marquée par de nombreuses difficultés. Apprendre comment bien semer la pomme de terre, choisir la bonne profondeur, quel taux de semis, quel engrais, quel herbicide utiliser. Les équipements qui n'étaient pas neufs qui ont causé plusieurs bris, ce qui a rendu l'année assez difficile. Par contre, notre voisin et nous étions dit que si la production est un succès, nous partirions de chacun de notre côté par la suite. Au départ, l'objectif, c'était de cultiver environ 100 acres de pommes de terre. Cependant, au fil des années, notre entreprise s'est distinguée par ses rendements exceptionnels. On dépassait le modèle de 316 quintaux avec une moyenne olympique de 417 quintaux pour des pommes de terre vendues, payées, chèque dans le mal, comme on dit. Puis dans le fond, on a juste surfé sa vague, on a répondu à la forte demande croissance de l'industrie. On est parti de 30 acres à maintenant 500 acres. Tout ça grâce à ma curiosité, ma recherche de me démarquer versus les autres. Cette expansion a nécessité plusieurs investissements, notamment la construction d'un entrepôt à atmosphère contrôlée d'une capacité de 102 000 quintaux, l'acquisition de nouvelles récolteuses et des remorques adaptées pour les pommes de terre. Avec ces nouvelles infrastructures et équipements, nos objectifs ont évolué, atteindre un total de 500 acres de pommes de terre avec une rotation sur 5 ans et posséder un total de 2500 acres de terre. L'accès à la terre reste l'un des plus grands défis pour notre entreprise. Pour y faire face, à chaque automne, j'embarque dans mon camion puis je vais visiter plusieurs producteurs qui sont sur le point de prendre leur retraite, mais dans le but premier de leur offrir un bail à court terme, à long terme ou peut-être un achat futur. Donc, si jamais vous avez des terres, que ce soit au Québec, en Saskatchewan, à l'île du Prince-Édouard, on risque d'être preneur. Un autre défi majeur concerne le type de sol que nous cultivons. Nos terres sont principalement composées de loam sableux et loam argileux, ce qui favorise la rétention d'eau et évite l'irrigation, mais lorsqu'il y a des fortes pluies, ça peut retarder le renchaussage et les récoltes. Pour y remédier, nous avons investi dans une récolteuse automatrice pour en travailler même en temps humide. Nous avons également triplé nos équipements de renchaussage, ce qui nous permet de pouvoir toujours intervenir au bon moment. Pendant la pandémie, la baisse de demande de pommes de terre en frites a créé une pression énorme sur notre trésorerie. Grâce à ma qualité de recherche constante de solutions et et ma détermination pour mon entreprise, j'ai su négocier des stratégies afin de faire face à cette pression. Nous avons consulté Vision Gestion pour aider sur notre flux de trésorerie et puis optimiser nos décisions, toujours en gardant le cap sur la productivité très active. L'une de mes plus grandes qualités, c'est ma curiosité. J'adore explorer des technologies et la recherche de techniques innovantes pour la culture de la pomme de terre. Je suis convaincu que c'est grâce à cette curiosité que j'ai pu surprendre de nombreuses personnes dans l'industrie, notamment pour la culture de pommes de terre dans les sols lourds. Je voyage régulièrement pour visiter d'autres entreprises qui produisent la pomme de terre dans les sols similaires afin d'apprendre et afin qu'on puisse nous améliorer. Chaque année, on réalise des analyses géoréférencées pour ajuster le chaulage, la fertilisation, parce que notamment que la pomme de terre, ça nécessite énormément de fertilisation versus une grande culture. Depuis 2021, on utilise l'engrais Top Phos, un phosphore rapidement disponible, réduisant ainsi notre dépendance au phosphore en optimisant l'utilisation des ressources, tout en respectant notre plan agro-environnemental de fertilisation. Pour favoriser la santé de nos sols, on sème de la moutarde brune après chaque récolte de maïs sucré, qui agit comme un nématicide pour la pomme de terre et qui améliore le rendement l'année suivante. Nous privilégions le désherbage mécanique pour réduire l'usage des pesticides. On sème du régras sur les bouts de rang de pommes de terre pour maintenir un couvert végétal. On utilise le sarcleur, on sème du trèfle intercalaire dans le maïs afin de contribuer à améliorer la structure de sol. En collaboration avec notre agronome,
nous mettons régulièrement notre plan agro-environnemental pour respecter nos cultures, l'environnement et la communauté. En production de pommes de terre, nous pratiquons le labour pour enfouir les résidus et limiter les mauvaises herbes. Nous avons également des bandes riveraines pour protéger les sols et prévenir la pollution des eaux. Après chaque récolte, nous utilisons le chisel pour décompacter le sol et y implanter un engrais vert qui optimise le travail et réduit la consommation de carburant. Le couvert végétal est laissé en hiver pour prévenir les sols de l'érosion éolienne. Nous veillons à maintenir nos équipements, bâtiments, terrains impeccables, reflétant notre image auprès de nos partenaires. Les résultats financiers de 2024 élèvent une augmentation de 5 % par rapport à l'année précédente. Malgré les intempéries, la sécheresse, la baisse de 5 % sur le prix de base sur la pomme de terre de transformation, ainsi que les rendements légèrement inférieurs à notre moyenne olympique, nous maintenons une progression satisfaisante. Nous restons vigilants quant à la gestion de nos coûts de production afin de mieux maîtriser nos dépenses et de préserver une marge nette solide. Depuis 2019, notre BAIA moyen s'établit à 20 %, témoignant d'une stabilité et de la résilience de notre exploitation. Dans le cadre de notre expansion en production de pommes de terre, nous avons été pionniers en acquérant le premier trieur optique en Amérique du Nord. Ce système automatisé à intelligence artificielle nous a permis de réduire notre main-d'œuvre de 16 à 4 personnes, tout en augmentant la vitesse et la précision du tri. En plus d'améliorer l'efficacité et de diminuer les coûts salariaux, il garantit un produit de haute qualité. Nous avons également investi dans une récolteuse automotrice réduisant la compaction des sols. Cette machine remplace 2 équipements et 2 tracteurs, ce qui diminue notre consommation de carburant de 700 à 250 litres par jour, tout en réduisant les coûts salariaux et d'usure des machines. En plus du trieur optique, nous sommes également les premiers en Amérique du Nord à utiliser un système innovant de traitement d'eau et j'ai été mandaté par la société ECO pour assurer la distribution sur le continent. Ce procédé optimise l'eau utilisée pour la pulvérisation agricole en la déminéralisant, en ajustant son pH, sa conductivité électrique et sa température, afin de rendre le produit phytosanitaire 100 % assimilable par la plante. Grâce à ce système, on réduit la dérive, on divise presque par 2 le volume d'eau à l'hectare utilisé, puis on réduit les volumes de pesticides utilisés à l'ocre, sans aucune perte d'efficacité. En plus d'apporter des bénéfices économiques et agronomiques, cette technologie contribue à préserver les ressources en eau et à réduire l'impact environnemental des pratiques agricoles tout en respectant une agriculture plus performante et durable. Avant l'arrivée de la production de pommes de terre, le total des actifs était de 5,1 millions et maintenant, en 2025, le total des actifs est de 16,1 millions. En août 2025, nous avons organisé, en collaboration avec la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe, une journée familiale à notre ferme pour promouvoir l'agriculture locale. L'événement a connu un beau succès, accueillant plus de 2000 visiteurs sur notre site. Au programme, il y avait des exposants de la région venus faire découvrir leurs produits, mini-fermes, jeux gonflables, mascottes, maquillage pour enfants, parcours éducatif sur la pomme de terre, services de restauration mettant en valeur des produits d'ici. Cette journée a permis de rapprocher le public du monde agricole et de faire briller le travail des producteurs locaux dans un cadre festif et éducatif. Côté implication, je suis nouvellement maire de Saint-Ambroise. J'ai décidé de m'impliquer en politique car je sentais que ma municipalité stagnait depuis trop longtemps. Le 2 novembre dernier, j'ai été élu maire à 74,9 % des voix. C'est une très belle reconnaissance et une grande marque de confiance de la part des citoyens. Je suis très fier de cette confiance et déterminé à mettre en place des projets concrets pour redonner à notre village tout son dynamisme et son énergie. J'occupe aussi le poste de vice-président à la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec, où ça me permet de me mettre à jour sur l'industrie et de représenter mes collègues à des événements particuliers comme le PMNA ou le Potato Expo. Je suis aussi régulièrement des formations en phytoprotection, fertilisation et gestion entrepreneuriale. Comme vous pouvez voir, aussi, j'ai été pompier volontaire à Saint-Ambroise et j'ai aussi occupé les fonctions de dirigeant à la caisse Val-Mascotte. Pendant 3 ans, nous avons participé activement aux 24 heures de Tremblant. Nous contribuons également à la moisson mascoutaine et Rive-Sud en offrant des pommes de terre et du maïs sucré.
Nous faisons des dons à l'école Saint-Damas, des dons de pommes de terre à l'école Saint-Damas pour soutenir la cafétéria. En plus de ces dons, j'ai le privilège de m'impliquer personnellement en tant que bénévole à l'école en participant à diverses activités pour soutenir la communauté scolaire. Et pour être honnête, juste de suivre Pierre-Luc dans ses projets, dans sa tête, c'est une implication à temps plein. C'est important pour nous d'impliquer les enfants dans des tâches de la ferme dans le plaisir en leur faisant vivre des expériences concrètes. Par exemple, elle gère un kiosque de vente de maïs sucré l'été, un projet que nous avons mis en place pour leur apprendre l'entrepreneuriat et la gestion. Notre objectif est de leur transmettre une entreprise saine, innovante, attrayante, afin de préparer leur relève et assurer la pérennité de l'exploitation. Pour l'avenir, côté personnel, il est essentiel pour nous de préserver des moments de qualité en famille. Sur le plan professionnel, l'entreprise vise à optimiser le drainage, irrigation, technologie pour mieux gérer les défis climatiques, réduire les pertes et valoriser chaque ressource pour une économie circulaire. Thank you so much. Merci beaucoup. Félicitations pour votre présentation. Comment on fait pour devenir vice-président provincial d'une production en si peu de temps? Bien, si je peux répondre à cette question-là, dans le fond, moi, je suis un grand passionné. Puis, quand j'embarque dans quelque chose ou dans un projet, j'embarque à 200 %. Moi, il y a tout près de 8 ans, j'ai rentré à l'UPA de Longueuil sur le conseil administratif pour les producteurs de pommes de terre du Québec. Puis j'ai gravelé les échelons. Puis il y a eu beaucoup de producteurs qui me font confiance parce que ce que j'ai réussi à faire dans l'industrie, ce qui se faisait pas avant, il n'y avait pas d'échange. C'était un cercle très fermé dans l'industrie de la pomme de terre au Québec. Puis maintenant, vu que je suis curieux, puis j'échange avec des producteurs, je vais voir des producteurs, mais ça a créé une synergie. Puis maintenant, les producteurs échangent entre eux, puis ça leur a donné confiance en moi, puis ils m'ont nommé comme vice-président. Et je suis aussi président du côté prépelage du comité de transformation. J'aurais le goût de rentrer dans ton club. Bonjour, Marshall Graves de John Deere. Premièrement, félicitations pour votre annotation. J'ai déjà passé en avant de votre entreprise plusieurs fois et pour tout le monde ici, c'est très impressionnant, donc félicitations. C'est très évident que vous n'avez pas peur d'essayer des nouvelles technologies. On a vu plusieurs images de ça. Donc, ma question, c'est quand vous pensez à les défis qui est en avant de vous autres ou les choses que vous voulez essayer. C'est quoi la prochaine technologie que vous allez essayer sur la ferme et pourquoi? C'est une excellente question. Nouvelle technologie, mais je reste toujours à l'affût. Puis pour l'instant, on veut mettre de l'avant notre projet de traitement d'eau parce que c'est tout nouveau. Puis on veut pousser ça parce que ça va avoir un bel impact au point de vue environnemental, puis au point de vue autant pour le producteur de grandes cultures que le producteur de petits fruits, que le producteur de fruits et légumes. Pour l'instant, on va se concentrer à mettre notre énergie parce que c'est une technologie complètement nouvelle pour nous. On a à peine travaillé avec cet automne pour le défanage de pommes de terre. Fait que pour l'instant, c'est ça, mais on reste ouvert à toutes sortes de nouvelles technologies. On fait la pulvérisation de fertilisants par drone aussi dans nos parcelles. Fait que, on est vraiment ouvert d'esprit pour tester, mais pour l'instant, on n'a pas de nouvelles technologies en vision là, maintenant. Sylvain Gascon. Moi, j'ai assez entendu parler Pierre-Luc. J'aimerais entendre parler Virginie. J'aimerais que tu nous parles de ton expérience cette fin de semaine avec les autres participants. Il me semble que ce serait intéressant de t'entendre là-dessus. Oui, merci pour la question. Pour moi, c'est vraiment une belle expérience. C'est vraiment un événement qui me fait sortir de ma zone de confort parce que au départ, moi, je suis pas quelqu'un qui aime
d'emblée être devant les projecteurs. C'est PL qui me pousse à me sortir de ma zone de confort. Donc, c'est vraiment une semaine qui m'a appris énormément et je suis extrêmement fière d'avoir participé puis d'être arrivée où ce qu'on est aujourd'hui. Là, c'est avec les belles rencontres qu'on a fait en plus, je ne peux pas demander mieux. Hi, Steve Sacramento from British Columbia. Steve Sacramento de la Colombie-Britannique. Très bonne présentation, merci. Alors, j'ai écouté dans la traduction et j'ai entendu que vous étiez maire. Alors, on devrait vous appeler donc Monsieur le maire. Alors, merci Monsieur le maire. Alors, avec la traduction, bon, j'ai deux questions. Je crois que j'ai entendu avec la traduction que vous étiez EBITDA de plus de 20%. Alors, vous aviez un EBITDA de plus de 20%. C'est exceptionnel. Alors, comment planifiez-vous? Comment prévoyez-vous arriver à vos attentes? Et est-ce que vous croyez donc à faire même plus? Et deuxième question, vous avez bien fait avec les patates. Est-ce que vous examinez d'autres produits à l'avenir? Je vais répondre à la dernière question parce que la première, j'ai manqué des bouts. Oui, on a introduit la pomme de terre, puis je pense qu'on l'a bien maîtrisé, puis on s'améliore année après année. On a fait un test de betterave cette année qui était très concluant pour notre entreprise. On va doubler les superficies pour l'année prochaine. On a fait un test de carottes cette année que ça n'a pas fonctionné dû au climat. Il a fait trop chaud, la semence elle n'a jamais germé. Mais on reste ouvert, les œillères très ouvertes pour développer de nouveaux marchés parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut venir maximiser nos investissements qu'on a faits avec notre production de pommes de terre, utiliser les mêmes équipements sur plus grande surface, sur d'autres légumes racines. C'est vraiment l'objectif. Puis, Vincent, je ne sais pas si tu pourrais pas me... Oui? Comment tu es arrivé à un pourcentage d'efficacité tellement avancé de 20%? Si je peux m'avancer là-dessus, c'est qu'avec Vision Gestion, ils nous ont aidé vraiment à évaluer notre entreprise, puis voir nos performances. Puis, quand tu fais des productions à valeur ajoutée comme qu'on le fait, autant en pommes de terre, maïs sucré, il faut toujours se retrouver dans ces marges de profit dans ce genre-là parce que le risque est tellement grand. C'est soit un home run ou c'est un strike. Fait que, on n'a pas le choix d'avoir toujours des marges d'un BAYA de minimum 20% parce que ça se pourrait que l'année suivante, tu aies 10. Fait qu'il faut toujours créer un coussin. C'est ça qui est le risque en culture maraîchère. C'est good.